Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 122 sur MX Réflexion. Ça fait plaisir de se retrouver, une nouvelle fois, nouvelle semaine, nouveau live. On aborde, je crois que c'est la troisième année ou quelque chose comme ça, mais bon, vous pouvez revenir dans les archives, tant sur YouTube que sur mxreflexion.com. On l'avait eu il y a 2 ans et demi ou 3 ans dans notre live, c'était super. On a eu aussi son papa, on a passé d'excellents moments avec la famille Vial, autant sur les circuits que dans nos lives. C'est le pilote KTM Red Bull et nouveau champion du monde MX2, c'est la fierté française, Tom Vial. Comment ça va, Tom? Ouais, ça va, c'est à vous, super. Je suis en entraînement un peu en ce moment en Belgique et tout se passe bien pour moi. Ça va, comment ça se passe? C'est entraînement, détente, on s'y remet un petit peu tranquille ou ça y est, Ouais, vous êtes vraiment détente. déjà rentré, dans le vif du sujet? Non, non, c'est vraiment détente là, comme la saison, on va dire, Grand Prix commence un peu plus tard, on a un peu plus de temps. Du coup, là, le mois de décembre, c'est vraiment détente, roulage, pas trop de sport. Donc voilà, c'est un peu pour se remettre dedans après quelques temps de vacances, quoi. On n'a pas trop vu de différence sur la piste, avant et après covid pour toi. Tu as fait une saison vraiment exceptionnelle. Enfin, quand je dis covid, c'est confinement, hein. On a eu quand même un gros confinement, comme tu l'as dit, 4-5 mois à l'arrêt. Ça a été comment, toi, cette période-là de doute, de ne pas savoir quand ça allait reprendre, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire aussi sur la moto? Qu'est-ce que vous avez mis en place avec ton team, justement, pour se réentraîner pour la suite de la saison? Ouais, difficile, je pense comme tout le monde, mais difficile. Je venais juste de prendre la plaque rouge, à Valkenswaard. Donc, c'était pour moi, j'étais, on va dire, au top. Je commençais à être bien sur la moto, tout ça. Et on était motivés pour partir en Argentine. Et là, le lockdown a commencé. Donc, j'ai vraiment fait 2 mois sans moto. C'était en Belgique, on ne pouvait plus bouger. Donc, même à l'atelier, c'est vachement professionnel. On n'avait même plus le droit de rentrer pour ne pas infecter l'atelier. Tout ça, les mécanos ne pouvaient plus rentrer. Donc, c'était vraiment 2 mois sans moto. Et c'est vrai que beaucoup de questions. Normalement, on devait s'entraîner à fond. Et là, 2 mois sans moto, c'était vraiment pas facile. Après, ce qui était aussi bien, c'est que tout le monde était dans le même cas. Personne, on savait que personne pouvait aller s'entraîner. Tous les circuits étaient fermés. Donc, à ce niveau-là, c'était bien. Donc, on a fait beaucoup de physique avec Joël, avec mon entraîneur. On a fait beaucoup de séances à la maison, un peu de vélo, tout ça. On a fait comme on a pu, un peu comme tout le monde. Et donc, on a passé 2 mois assez difficiles. Et après, on a commencé à pouvoir s'entraîner quand les circuits ont rouvert. Donc là, on a commencé à s'entraîner, on a fait quelques courses en Tchéco, c'était pas trop mal. Et juste avant qu'on reprenne les Grands Prix. Donc on a passé 4 5 mois assez difficiles, mais on a bien géré le niveau entraînement moto, tout ça. Donc je suis arrivé, on va dire, en Lettonie au premier Grand Prix. Le troisième Grand Prix, le premier Grand Prix après le confinement, plutôt, on va dire, plutôt bien, quoi. T'es plutôt, toi, un pilote qui a besoin, qui est besogneux, qui a vraiment besoin de rouler beaucoup ou tu arrives vraiment à retrouver tes marques sur la moto rapidement? Ouais, c'est vrai que au niveau pendant l'hiver, j'aime bien rouler beaucoup quand même pour garder du feeling sur la moto. Mais c'est vrai que si je roule pas, par exemple, entre des grands prix de une semaine, ça me dérange pas. Même cette année, des fois, j'ai pas roulé de une semaine entre des courses. Donc, sur ça, ça me pose pas un gros problème. Après 2 mois sans moto, c'est beaucoup. Mais donc, ça fait un peu mal au bras quand on reprend. J'ai eu un peu mal au bras la première semaine. Mais au niveau de la technique et de la vitesse, j'ai pas trop perdu, on va dire. Et du coup, tu penses que toi, par rapport à ce confinement, tu as été entre guillemets avantagé vu que tu es un pilote peut-être un peu plus technique, un peu moins bourrin et qui arrive à ressentir un peu plus les choses ou pas? Ouais, c'est difficile à dire. Après, par le passé, j'ai quand même fait beaucoup de breaks avec mon père, tout ça. J'ai fait des 2 mois de moto pendant l'hiver, sans moto, je veux dire. Donc, j'ai été assez habitué depuis que je suis petit à faire 2 3 mois, des fois sans moto. Donc, ouais, c'est vrai que ça m'a un peu aidé peut-être. J'ai pas été trop paniqué. Bien sûr que quand on se bat pour le championnat, tout ça, ça a été 2 mois en pleine saison. C'est pas facile mentalement. On se dit, ouais, je vais perdre du feeling, je vais tout perdre. C'était pas facile. Mais quand j'ai repris l'entraînement dès le premier, ouais, entraînement après 2 mois, j'étais vraiment plutôt à l'aise dès le premier roulage. Donc ça m'a motivé directement, quoi. C'était top. Tu as eu un parcours assez atypique, Tom. Tu jamais roulé en 125. Tu vois, t'as pas fait le parcours Ustream in front, tu sais, où il faut faire l'Europe Ouais, 125, le ouais. MX 250 et le MX2 suivant. Si on revient un petit peu en arrière, comment ça s'est passé pour toi, ton entretien d'embauche, entre guillemets, chez KTM, avec Bon, je pense il te connaissait, on t'avait vu rouler, il y a eu des coups d'éclat, il y a eu de très belles choses de ta part, mais jamais forcément un titre et jamais cette ascendance qu'on attend pour un pilote de mondial en passant par le 125, 2,5 Europe et 2,5 mondial. Comment ça s'est passé Ouais. pour toi, ce fameux entretien, quoi?
Bah, ça a été allé vachement en fin de saison, donc 2018. Oui, 2018, quand je faisais l'Europe. Les deux, trois dernières courses, donc ça, ce que je dis, je l'ai su après, hein. Joël, tout ça, et dire qu'on commençait un peu à me regarder rouler les deux, trois dernières courses de l'Europe. Et à Assen, j'ai eu mon premier, on va dire, entretien avec Robert Jonas. Ça a duré 5 minutes derrière le camion. Comme quoi, ils étaient intéressés pour moi. On était plusieurs pilotes sur la liste. Il y avait un Australien, il y avait aussi un Français, il y avait Brian. Il y avait plusieurs pilotes et ils étaient intéressés pour moi, donc ils allaient me contacter. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans le team de Julien Leber, qu'il avait son team KTM. Donc j'avais fait 2 courses avec eux, ça s'était super bien passé. J'avais fait 2 courses et 2 podiums. Surtout à Assen, dans ça, pour moi, c'était vraiment super de faire un podium à Assen, à ce moment-là, quoi. Hmm. Donc c'est pour ça, le soir même, Robert nous a contacté avec mon père, une petite discussion, et puis voilà, sans, on va dire, sans rien de plus, quoi, rien de fou la discussion, qu'ils aimeraient vraiment me garder chez KTM. Donc ça, c'était le point positif parce que on va dire que si j'étais pas allé chez KTM, il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour moi. Je serais sûrement reparti dans mon team privé avec ma famille et nos sponsors. Donc c'était pas facile, on va dire. Ouais, c'était la dernière course. On est reparti d'Assen sans rien presque, hein. Juste avec des paroles, tout ça, mais sans rien d'officiel. Donc, on a attendu quelques temps et ils nous ont recontacté pour faire un stage avec Joël Smet en Belgique. Donc, j'ai fait une journée dans le sable à rouler, une journée sur la terre avec lui, une journée de sport. On a passé 2, 3 jours avec mon père chez Joël. Et on va dire après ça, pas grand-chose. On a attendu un mois avant la réponse. D'accord. D'accord. Et du coup, en fait, pour toi, bon, on l'a vu avec d'autres pilotes, par exemple Marvin Musquin, quand il est passé de chez Honda à KTM, nous, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que autant Marvin que toi, vous avez passé un cap. Le fait d'être intégré dans le team KTM, le fait d'avoir l'entraînement, etc. Est-ce que toi, tu l'as ressenti de cette manière-là ou est-ce que toi, tu as juste ressenti une évolution constante, classique dans ton pilotage, dans ta vitesse, dans ton physique ou pas? Non, c'est vrai que, on va dire que quand je suis rentré, j'ai été assez surpris parce que non, je suis arrivé en novembre en Belgique, m'installer. Et le premier mois, donc le mois de novembre, j'ai roulé, je pense, 2 ou 3 fois. Donc j'étais vraiment assez surpris avec Joël. J'ai presque pas roulé. Je m'attendais à arriver en novembre et aller rouler 4 fois par semaine et faire un gros entraînement. Donc on n'a presque pas roulé. Et j'ai fait beaucoup de sport. Ça m'a aussi permis à passer un cap. On a fait quand même une base avec beaucoup de sport. Et on est allé après mi-décembre, je me souviens, mi-décembre et janvier à Red Sand. Donc là, quand on va à Red Sand, c'est où on fait plus de motos, quoi. On fait beaucoup de motos. Mais quand on est en Belgique, on fait beaucoup de sport, tout ça. Donc, ouais, j'ai commencé comme ça. On a fait une base avec Joël, beaucoup de sport. Parce que on va dire, j'avais une bonne base, mais pas non plus extraordinaire avant de rentrer chez KTM. Donc, c'était pas facile. On a fait beaucoup de fond, un peu de musculation, parce que j'avais jamais fait de musculation avant de rentrer chez KTM. Donc, on a travaillé un peu ça avec Joël. Puis, on est parti s'entraîner en moto en Espagne. Et c'est vrai qu'après 3, 4 mois, j'avais déjà passé au niveau physique, tenir la moto, j'avais passé un cap qui m'ont aidé pour les premiers Grands Prix. On parle souvent de KTM, mais d'un point de vue structure, on en parle aussi par rapport à la qualité des motos. On a l'habitude de dire qu'au niveau structure, KTM, bon, c'est au-dessus des autres par rapport à l'entraînement, par rapport à tout ce qu'il y a à côté de la moto aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, par rapport à ça? Parce que ça, au final, on ne connaît pas tous les à côté, c'est-à-dire la partie, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'occupe de vous un petit peu comme une maman, etc. Est-ce que ça a vraiment lieu ou pas? Ouais, ben, au niveau de l'entraînement, moi, pour ma part, c'est Joël qui fait tout l'entraînement, donc physique et moto. Donc sur ça, quand on est pilote et qu'on rentre dans le team, on n'a aucun souci à se faire, on va dire. Moi, j'ai vraiment cru en 100% en Joël, donc ça a vraiment bien marché entre nous. Et on va dire qu'à ce niveau-là, on a juste à penser à rouler, à faire du mieux sur la moto et pas trop penser à d'autres choses. On sait que la moto marche bien. Donc, on va dire que j'ai eu un mécano d'entraînement et Joël à l'entraînement, donc qui m'a suivi presque tous les entraînements le premier hiver, presque Joël. Donc, on va dire que ça fait déjà juste ça, ça fait déjà passer un cap, se sentir mieux sur la moto, tout ça. Et oui, après, au niveau des courses, on a beaucoup. J'ai mon mécanicien de course. Il y a Valentina qui gère un peu tout ce qui est
hors moto, on va dire. Tout ce qui est les billets d'avion, les hôtels, tout ça, toute l'organisation pour toute une année. Donc ça, c'était Valentina qui gère tout et toute l'année. Et donc ça, c'est super. Et après, on a dire que pour la partie, on va dire, technique, moto, suspension, tout ça, et après, on a les ingénieurs suspension. Donc, on va dire que rien n'est laissé au hasard et tout est très professionnel. Et ça fait, bien sûr, ça fait passer un cap, on se sent fort. Et on va dire, la structure du team est vraiment. Ça fait aussi des années qu'ils le font, ils savent ce qu'ils font. Donc, on va dire que ça m'a beaucoup aidé quand je suis rentré d'être serein, savoir juste que j'ai besoin de rouler et rien de penser d'autre, quoi. On a déjà mentionné ton papa plusieurs fois. C'est aujourd'hui, est-ce que ça parle au boulot avec ton père encore, ou il s'est complètement détaché de cette partie-là et avec ta famille, vous avez juste une relation de parent-enfant? Ouais, mon père, donc, ouais, c'est pas tout à fait ça. Par rapport à avant, oui, parce que par rapport à avant, mon père faisait tout, on va dire. Entraînement, mécano, la moto, la structure, le haut-vent, tout laver. Il y a beaucoup de choses à faire quand on va dire, on a son team privé. Donc maintenant, il a beaucoup plus de temps pour m'aider au niveau des affaires de moto, de m'accompagner sur les entraînements, de regarder un peu la moto, tout ça. Il est toujours là avec moi, chaque entraînement presque, on va dire. Et bien sûr, chaque course. Donc il a son œil qui peut maintenant, on va dire, à 100% regarder. Avant, vous savez, quand tu es au panotage, tout ça, c'est différent quand tu peux regarder de l'extérieur, on va dire. Donc mon père, on va dire qu'au niveau de ça, il m'aide beaucoup. Et mais ma famille, bien sûr, que c'est un peu plus facile qu'avant, quoi. Il y avait un truc, je me rappelle, quand on a vu ton père dans le live, qui l'énervait assez, c'était de dire que la KTM, c'était vraiment de loin la meilleure moto du parc et que c'était grâce à cette moto que tu partais devant. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de ça? Est-ce que toi, en ressenti, tu sens vraiment que c'est une moto qui est au-dessus des autres au niveau du moteur, ou alors c'est le pilote qui fait 70-80% de la différence? Ouais, déjà, bien sûr, la moto est vraiment top. Déjà, une moto KTM d'origine, pour moi, c'est l'une des meilleures d'origine. J'ai beaucoup roulé, donc il n'y a pas grand-chose à y faire et la moto marche très, très fort. Donc, on va dire que la base de la moto est très bien. Après, le moteur d'usine, tout ça, les suspensions, bien sûr que c'est fait. Après, oui, au niveau des départs, c'est vrai que cette année, j'ai fait beaucoup de départs devant. Il y a eu aussi, maintenant, on peut voir un peu mon coéquipier Hofer, qui a un peu plus de mal. On voit l'entraînement qui aussi fait beaucoup de départs. Je me souviens en Espagne, ils ont fait beaucoup de départs, des matinées de départ, des centaines de départs. Et quand même, il a eu pas mal, même en début d'année, pas mal de mal à partir devant. Même en Lettonie, avant qu'il se blesse, il avait du mal, on en a discuté. Et c'est vrai que c'est un feeling à trouver. Moi, au début, que j'ai eu la moto, les premiers départs que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas possible de partir avec cette moto. Elle est trop puissante en fait en bas. Et c'est vrai qu'il faut vachement trouver un feeling. J'ai vraiment eu du mal. Tout l'hiver, on a fait beaucoup de départs avec Joël. On a regardé beaucoup de vidéos de Prado au départ pour un peu de regarder. Et je me suis pas trop inspiré de la technique de Prado qui est vachement droit et au niveau de la baisser de la grille qui se met sur l'avant. J'ai un peu essayé, mais je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc j'ai un peu fait ma technique, on va dire, à moi. Et on va dire que maintenant, ça marche bien. Après, c'est un feeling à trouver qui est pas facile au début parce que je me souviens, j'ai eu beaucoup de mal. Même la première année, à partir, on va dire, chaque départ devant, j'ai fait énormément de départs devant, mais c'est facile à très bien partir et aussi facile à vraiment louper son départ. Parce que quand on fait une petite erreur, la moto, ou elle cabre, ou on perd vachement d'adhérence. Donc, c'est pas facile. Et je vois même avec mon coéquipier Hofer qui a eu beaucoup de mal cet hiver, même en course, à partir vraiment devant. Donc, bien sûr que la moto est très forte et ça aide beaucoup, mais il faut quand même trouver un bon feeling avec la moto. Tu lui donnes des conseils des fois à René Hofer pour les départs ou tu gardes ta recette secrète pour Ouais, toi? c'est difficile. Après, à l'entraînement, quand on fait des tests en Espagne, tout ça, ils aiment bien faire des départs à deux. Au niveau de ma part, c'est vrai que c'était toujours un peu sur le recul de montrer des départs, tout ça. Après, quand on fait des départs en course, maintenant, avec tous les appareils, tout est filmé. Donc, n'importe qui peut filmer mon départ, regarder ma technique et reproduire à l'entraînement, tout ça. Donc, au niveau de ça, à l'heure actuelle, on peut plus, même si on prend Prado, on peut analyser tous ses départs et reproduire le même, mais c'est pas sûr qu'on partira comme il fait. Donc, ouais, c'est pas facile. Il faut trouver un juste milieu. Donc, on va dire, bien sûr,
on est à l'entraînement, ils peuvent copier tout ça, toutes les motos, on a les mêmes motos. Donc au niveau de ça, le moteur, c'est exactement le même qu'on a, chaque pilote KTM. Donc au niveau de ça, il n'y a pas tellement de différence, c'est plus la technique, je pense. Justement, j'allais te parler de ce moteur. Est-ce que tu as demandé des changements, toi, par rapport à pour l'année prochaine ou vous restez sur la même base avec un petit peu de testing pour changer quelques détails? Il faut savoir, en 2,5, c'est complètement différent du 4,5. Chez KTM, on n'a qu'un moteur, donc tu choisis pas. D'accord. On fait les tests souvent en Italie. Donc, bien sûr, on teste deux moteurs en début d'année. Donc, toujours celui de l'année d'avant. Cette année, j'ai pas 2019 et 2020, j'ai roulé avec le même moteur. Il n'y a pas eu d'évolution, on va dire. Donc, j'ai pas fait de test moteur début d'année. Donc, il n'y a pas de. On va dire que chaque pilote a le même moteur. Tu peux pas choisir. La 4,5, il y a beaucoup d'électronique. Tu peux vraiment choisir si tu veux plus de bas, plus de haut. Même le moteur à l'intérieur, je sais que je vois avec Jeffrey, ils font énormément de tests. Il y a beaucoup de choses à choisir. Qu'en 2,5, c'est pas du tout ça. On va dire qu'en Renault Team, c'est assez simple. On te donne ce moteur. Tu sais que ton coéquipier a le même. Il n'y a qu'un moteur. Donc, sur ça, pour la tête, on va dire c'est plutôt bien. Donc, non, il n'y a pas spécialement. L'année prochaine, je ne sais pas encore les tests. On n'a pas encore fait de tests. J'ai pas encore roulé avec la DMI la prochaine, quoi. Donc, ça sera en janvier. On va faire les tests sûrement en Espagne donc, ou en Italie. Je ne sais pas encore. Donc, ça, c'est pas, je peux pas à 100%. Je ne sais pas encore les changements qu'on va faire. Pourquoi ils font ça en fait? C'est du fait que vous soyez peut-être plus jeune à MX2, du coup ils se disent bon, on va pas les embrouiller avec trop de testing et tout ça. C'est une question de moyens peut-être, ils veulent pas trop balancer de pognon dans le MX2 et plutôt le mettre à MXGP. Ça vient de quoi ce fait de proposer moins de changements sur vos motos? Ouais, je sais. C'est vrai que j'ai jamais trop posé la Ouais. question. Je sais pas. Quand je suis arrivé dans le team, je suis allé la première fois tester le test officiel en Italie à Malagrota. Donc il y avait Kiroli et Prado qui roulaient là. Et on a essayé avec Jorge, on a essayé un moteur et on l'a validé tous les deux. Et depuis, on n'a pas changé. Donc ouais, tu peux pas. En MX1, il y a beaucoup de choses. Ils travaillent beaucoup à l'électronique. C'est vachement plus sophistiqué. Qu'en MX2, ouais, il n'y a pas vraiment, je sais pas exactement pourquoi, mais la moto marche très très bien. Moi, pour ma part, j'ai pas rien à redire. Là, on va faire quelques tests, je crois, en janvier pour changer quelques trucs, mais je crois pas que ce soit énorme. Donc, ouais, je sais pas comment, c'est vrai que j'ai jamais trop demandé pourquoi, mais on va dire ça marche comme ça. Tu nous as dit que tu t'entraînais beaucoup avec Joël Smets. Est-ce que Ouais. c'est le cas de René Hofer aussi? Est-ce qu'il est plus avec l'un qu'avec l'autre ou au contraire c'est avec les deux pareil? Ben, c'est un peu différent parce que moi j'habite, enfin je suis souvent en Belgique. Et quand je suis en Belgique, j'ai la maison à 10 minutes même pas de chez Joël, donc c'est vraiment top pour s'entraîner. On peut faire du vélo, une musculation, tout ça ensemble, le sport. Même les entraînements, bah, c'est pas très loin. Donc au niveau de ça, c'est top. Et René est vachement en Autriche, il vit toujours en Autriche. Donc il fait les allers-retours, par exemple, il vient 3 semaines ou 2 semaines en Belgique et après il rentre. C'est un peu différent. Moi aussi, je fais un peu ça dès que je rentre en France pour rouler un peu sur la terre. Mais René est quand même un peu plus, on va dire, en Autriche, donc c'est un peu différent. Puis René aussi a son entraîneur Guigui qui est tout le temps avec lui, donc il n'est pas à 100% avec Joël, quoi, on va dire. Et Joël est comment à l'entraînement? Parce qu'on le voit nous dans les interviews, on le voit un petit peu dans le paddock. Ça a l'air de quelqu'un, enfin d'un ancien pilote très sympathique, mais peut-être qu'à l'entraînement c'est un peu plus dur. Comment tu le ressens toi? Ouais, non, Joël, je, je pense depuis qu'on a été ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours dans le positif. Donc, j'aime beaucoup cette méthode-là. Je suis un peu comme ça aussi. Donc, ça marche plutôt bien entre nous. Il est vachement tout le temps positif. À l'entraînement, on essaie de beaucoup regarder les traces. Pourquoi je vais à l'intérieur là, pourquoi à l'extérieur. On essaye d'analyser un peu. Après, il y a des entraînements, il vient, il me regarde juste. Je fais par exemple 2 fois 40 et pas plus, quoi. Rien se passe. Quand je roule bien, il y a pas de problème. Puis ouais, on est beaucoup à regarder aussi un peu la moto, tout ça à chaque fois. Et il n'y a pas tellement de. C'est plus au niveau technique qu'on travaille avec Joël qu'au niveau agressif ou quoi. On ne fait jamais d'agressivité ou quoi que ce soit. En dehors de la moto, c'est quoi tes occupations? Est-ce que tu as beaucoup progressé en anglais? Je trouve que c'est venu à force de parler anglais dans ton boulot avec tout le monde, même si je pense qu'avec Joël, ça a commencé en français. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles et ma question plus générale, est-ce que tu as d'autres choses à faire en dehors de la moto?
Ouais, l'anglais, c'est vrai qu'au début que je suis arrivé dans le team, je parlais rien, zéro. Bonjour et au revoir en anglais, pas plus. Et donc, je parlais en français avec Joël. Ça m'a un peu freiné aussi parce qu'on parlait tout le temps en français. Du coup, le premier hiver, j'ai vraiment pas appris. Et quand je suis arrivé en Argentine, à mon premier Grand Prix, mon mécano est australien. Donc, il savait à peine dire bonjour en français. Et donc là, ça a été vraiment le problème, quoi. C'était pas facile. Donc, j'ai essayé d'un peu apprendre au niveau de tout ce qui est technique de la moto. Donc, on va dire qu'au niveau de la base de la moto, ça allait assez vite parce que c'était du par cœur. Mais pour avoir une conversation, même avec mon manager, dire que c'était pas facile, hein. Donc, j'ai quand même eu un peu de chance. Valentina parle bien français. Mon mécano d'entraînement parle français. Joël aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est pas très bien aussi parce que ça m'a retardé. Puis on va dire que maintenant, à ce jour, je parle presque tous les jours anglais. Avec ma copine, je parle anglais. Donc, je parle plus anglais que français, qu'avec mes parents maintenant. Donc, même avec Joël, on parle presque, on va dire, 80 du temps en anglais. Même quand on s'appelle, on parle anglais. Donc, ouais, maintenant, c'est vraiment une habitude pour moi. Je parle presque plus anglais que français. Voilà la Tu- question du coup qui suit, parce qu'on parle de l'anglais. Tu savais qu'elle allait arriver. On a eu beaucoup de questions sur Instagram et sur Facebook. Est-ce Ouais. qu'un jour on te verra aux États-Unis? Vu que tu parles anglais maintenant. Ouais, moi, c'est mon rêve. Depuis que je suis petit, c'est les États-Unis, le Supercross, Anaheim, tout ça. C'est un rêve de rouler un jour. Après, c'est un peu différent maintenant que j'ai des objectifs ici en Europe d'être champion du monde encore l'année prochaine et peut-être monter en MX1 l'année d'après. Donc, c'est pas facile. Je suis assez jeune, j'ai 20 ans, donc peut-être dans 2 3 ans, j'aurai encore une possibilité, on va dire, de choisir d'aller aux US ou pas, mais pour le moment, je préférerais plus rester du côté Europe. Ouais, j'avais une Ouais, que question. tu J'avais une voudrais faire, question. faire une saison à 4,50 en Europe en tout cas, pour l'instant. Ouais, ouais, pour l'instant, ouais. J'avais une question un peu similaire. C'était est-ce que tu te vois plus à l'heure actuelle, vraiment à l'heure actuelle, faire une carrière à la Keroli ou une carrière à la Marvin Musquin, par exemple? C'est-à-dire C'est vrai que une carrière où tu restes ici ouais, et je tu comprends. gagnes tout, tu vois. Ouais, ouais, où tu pars. Ouais, c'est un peu. Après, maintenant, au niveau actuel, il faut. Moi, je pense pas vraiment au futur. Bien sûr, je pense, mais je fais chaque année, je prends. Après, je pense. C'est assez difficile. J'aime beaucoup le supercross. J'avais roulé un peu il y a 3 même plus, ouais, 3 4 ans. En 2 et demi, j'ai roulé un peu en supercross. J'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment difficile. Mais je pense que, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, rester plus en Europe en 4,5. J'ai roulé quelques fois là en 4,5. J'aime beaucoup la moto. Donc, je pense rester plus en 4,5 en Europe, quoi. Et tu as eu Le l'occasion Supercross, vu qu'on est avec le 4,5, tu as eu l'occasion de rouler avec Jeffrey Herlings ou pas? Enfin, tu as Non, l'occasion régulièrement, pardon, parce que je sais que oui, tu as eu l'occasion, mais est-ce que tu as eu tu as l'occasion régulièrement de t'entraîner avec lui et de prendre des conseils de la part de Jeffrey? ouais, au niveau de toute l'année, oui, je m'entraîne souvent. Dès qu'on va rouler, on essaie de se jumeler pour aller au même circuit, tout ça. Et puis en Espagne, on passe tout l'hiver ensemble, donc presque un mois, plus un mois et demi en Espagne, à s'entraîner tous les jours ensemble. Donc oui, je m'entraîne assez souvent. Après, on va dire entre les courses, Jeffrey, il habite à 1 heure et demie presque de chez moi, donc il a souvent des terrains par là-bas. On va pas souvent sur le même circuit, on va dire entre les courses, quand on roule le mercredi. Mais on va dire que le plus gros, l'hiver, on le fait ensemble. Donc oui, j'ai quand même beaucoup l'occasion de rouler avec, hein. D'accord. tu as dit que tu aimais bien le Supercross l'année dernière. Tu as eu une question piège. Tu étais en tant que spectateur au Supercross de Paris. Je sais plus si Ouais, c'était Jean-Christophe Vasquetto ou Francis Magnanou qui te dit bon, est-ce qu'on te verra l'année prochaine au Supercross de Paris? Et limite, il a fait la réponse lui-même tout seul. Ça t'a ouais, sorti un petit oui. Bon, il n'a pas eu ouais, lieu le Supercross de Paris cette année, mais est-ce qu'on ouais, aurait pu t'y voir? ouais, ouais, je pense. Après, comme avec le Covid, on a fini. Ouais. C'était pas possible cette année parce que c'était le week-end qui suit. J'aurais pas pu m'entraîner. Mais si ça aurait été une saison normale qui arrête en septembre et il y aurait le Supercross en novembre, oui, à 100%, 100%, à 90%, j'aurais demandé à KTM et poussé pour pouvoir rouler à Paris, m'entraîner. Il faut au moins un mois d'entraînement pour faire, on va dire, l'épreuve correctement, pour pas se blesser, arriver, il faut faire des tests de suspension, un peu, on va dire, pour faire les choses carrées, il faut de l'entraînement. Donc, j'aurais pas aimé y aller avec une semaine d'entraînement, ça, j'aurais pas fait. Mais là, c'est vrai que cette année, même si le Supercross de Paris aurait eu lieu, ça aurait malheureusement pas été possible parce qu'on a arrêté les Grands Prix la semaine d'avant.
Donc, on va dire que si ça aurait été une année normale qui arrête les Grands Prix en septembre, comme toujours, et le Supercross à la même date, j'aurais aimé m'entraîner pour pouvoir rouler. Ouais. Ouais. Tu ferais appel à la même équipe autour de toi pour préparer du Supercross ou il y aurait peut-être une personne annexe sur la partie technique vraiment Supercross qui serait la bienvenue. Bah, au niveau Supercross, mon père a énormément roulé. Il est allé aux US, il a fait des Supercross US, énormément de championnats de France, tout en Europe, tous les Supercross. Donc, il a quand même pas mal d'expérience. Et même Joël, au niveau de tout ça, de voir KTM, déjà au niveau des settings, ils ont tous les settings des US, tout ça. Donc, ça serait pour tester, ça aurait passé à aller assez vite, je pense. Donc, c'était plus s'entraîner. Après, oui, peut-être, je ne sais pas encore comment ça serait passé les entraînements, mais. On aurait commencé comme on est là, c'est sûr, et après on aurait peut-être vu pour voir avec quelqu'un, mais je sais pas encore exactement. On a Joël au niveau même Supercross, il a roulé un peu quelques fois. Mon père a beaucoup d'expérience, je pense qu'on se serait sorti comme on est là. Quoi. Je lis une question d'un abonné du coup. JUNR. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que tu as une nutrition spécifique? Est-ce que tu as un régime spécifique au niveau alimentaire cet hiver et pendant la saison? Comment ça se passe pour toi? Ouais, non, je suis pas aucun programme. Bien sûr que je fais très attention, on va dire, ma mère cuisine tous les soirs pour nous, tout ça. Et je fais beaucoup de légumes, beaucoup de trucs comme ça. J'essaie de manger des fruits. Mais j'ai rien de spécial. Même sur les courses, le matin, des fois, je déjeune à l'hôtel du Nutella avec du pain. J'ai pas vraiment des trucs carrés à suivre. Donc, c'est vrai qu'en MX2, ça passe encore. Mais si je monte en MX1, il va falloir vraiment faire un programme. On est même en train de voir avec Joël, là, peut-être début d'année, pour l'année prochaine, commencer à faire doucement un truc sur l'alimentation pour changer un peu, pour se préparer déjà pour 2022 à faire un truc professionnel. Parce qu'en MX1, tout le monde, je vois, même Jeffrey, il a des trucs stricts, tout ça. Donc, en MX1, cette année, c'est vrai que j'ai fait un peu comme je voulais. Je fais bien sûr attention à mon poids, tout ça. Je fais gaffe à ce que je mange, manger sereinement, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de fruits, tout ça, des légumes. Mais j'ai pas, si, ouais, des fois, le matin d'une course ou même après les courses, je mange du Nutella et du pain, des sandwichs au Nutella, des trucs comme ça. Et je fais pas vraiment pas à 100% attention. Bien sûr que j'essaye, mais ouais, c'est pour ça que cet hiver, on va commencer un petit peu pour préparer cette année, pour l'année prochaine, être au top. On sait que c'est dur hein, quand même parce que c'est vrai que Jeffrey Harlings est un grand gourmand, il aime bien manger et il disait que c'était vraiment très dur. Lui, ça lui demande beaucoup d'efforts. Est-ce que toi, ça te fait peur d'intégrer cette partie-là dans ton programme? Est-ce que tu penses avoir des coups de moins bien à des moments sur la nourriture? Ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. J'ai jamais fait comme je vous dis. Mhm. Donc, je pense que c'est difficile. Mais après, quand on est vraiment motivé, je pense qu'on y arrive. Je vois Jeffrey qui travaille beaucoup quand il vient en Espagne sur la nourriture, sur l'entraînement physique, moto. Il y a beaucoup de travail qui est mis en place. Donc, non, ça se fait. Il y a pas de problème. Et après, il faut pas tomber non plus dans un truc de fou, je pense. Il faut savoir écouter son corps. Si je pense que si tu veux manger ou boire quelque chose, il faut boire, il faut pas trop. Bien sûr, quand tu fais le régime, faut faire attention, mais pas non plus tomber dans un cercle vicieux et faire aussi comme ton corps, écouter ton corps, c'est vachement important. Alors moi j'ai une question qui est différente et elle va te paraître peut-être un peu bizarre, mais nous on est un peu plus âgés. Et du coup, on nous disait il y a 5-10 ans, ouais, après les Paulin, Musquin, etc., il n'y aura plus personne au niveau français, la réserve de bons pilotes sera épuisée. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a quand même beaucoup de très bons pilotes à MX2, tu en fais partie, Mathis Boramé, Maxime Renault, Stéphane Rubini et j'en passe, il y en a d'autres. Tu penses quoi, toi, Ouais, comment ces pilotes-là arrivent à atteindre ce niveau? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on voit qu'il y a un peu moins d'engouement en France au niveau du motocross, au niveau des spectateurs peut-être? Alors je me trompe hein, peut-être, mais tu vas me le dire, mais comment tu penses que ces pilotes-là sont arrivés à ce niveau-là alors qu'il y a quelques années on disait mais il n'y a pas d'aide pour les pilotes MX2, les pilotes 125, ça va être compliqué d'atteindre le haut niveau. je pense que déjà c'est difficile, c'est compliqué d'atteindre le haut niveau, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais c'est vrai qu'on voit même en ce moment, on est même cette année déjà en MX2, il y avait Mathis, il y a Maxime Renault, il y a moi, il y a Stéphane Rubini. On est quand même Thibaut Bénistan qui arrive aussi.
Voilà, et l'année prochaine, il y aura Thibaut Bénistan. Il y en a quand même pas mal de Français en MX2 en ce moment à rouler bien. Donc, je pense que même moi qui a beaucoup suivi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Des fois, je regardais des manches. Cette année, on était 3 ou 4 Français dans le top 5, presque tout le monde. Donc, c'est top quoi, pour le cross français. Et après, quand on sort, ça fait 2 3 ans que j'ai pas fait l'élite. Je crois que c'était en 2018, j'ai fait l'élite ma dernière année. Donc, le championnat est quand même pas mal. J'ai vu que l'année prochaine, ils sortent 7 ou 8 épreuves. Donc, c'est quand même pas mal de courses. Il y a des beaux circuits. J'ai vu, il y avait Ernée. Il y a quand même des gros circuits. On va dire que le championnat de France, moi, je me souviens en 2018, quand j'ai fait le championnat de France, c'était vachement dur. Je faisais des fois le week-end d'avant mieux à l'Europe, par exemple 4 ou 3 en manche. Et à l'élite, faire 6 ou 7 parce qu'il y avait Mathis, il y avait Renault. Ça roulait vraiment fort à l'élite et c'était pas facile. Il y avait Richer qui était redescendu en 2,5, Anthony Bourdon qui roulait vite. Il y a beaucoup de bons pilotes. Donc, c'est pas tout le temps facile le championnat de France. Et on va dire que maintenant, on voit Thibaut Bénistan qui a été champion d'Europe. On va dire que Thibaut a toujours suivi le bon cursus. On va dire 125, il a été champion, 2,5. Donc, non, c'est top. En ce moment, il y a beaucoup de Français qui roulent bien, quoi. Tu penses que le format est le bon? Le fait d'avoir les juniors et les cadets, enfin les espoirs le samedi et le dimanche, du coup, l'élite, MX1, MX2, que tout le monde soit regroupé le même week-end, tu penses que ce format est bon pour faire progresser? Ouais, je pense que quand on roule sur les pistes de Grand Prix, tout ça, ça fait progresser énormément. Après, le format de l'Europe cette année, ou même depuis les 2 dernières années, ça a vachement progressé. Moi, je me souviens quand je le faisais, moi, c'était vraiment 25 minutes de chrono le matin, direct. Et on attendait toute la journée pour rouler jusqu'à 18 heures la première manche. Donc ça c'était vraiment pas top. Ça fait pas vraiment progresser parce que quand tu pars à la première manche, tu n'as pas roulé de 7-8 heures. Tu peux pas rouler vraiment à fond. C'est plus de l'enduro les premiers tours parce que tu arrives sur un circuit que tu as roulé le matin quand c'est plat. Et le soir, c'est un champ de mine. Donc, on va dire que le format que j'ai fait, c'était la dernière année, je crois qu'ils ont changé après en 2019. C'était vraiment pas top au niveau de l'Europe. Mais là, quand on voit les essais le matin, c'est 20 minutes d'essais libres, après des chronos, 2 manches. Donc, c'est un bon format. Et puis, on roule dans des trous, dans des ornières de Grand Prix. Donc, pour former tous les pilotes, c'est top. Je suis en train de lire les commentaires que l'on a eu. On a Anto qui te demande si tu penses que, ben justement, on en parlait tout à l'heure, que Thibaut Bénistan peut, dès sa première année en mondial, arriver à taquiner les avant-postes, les 3 premiers. Oui, je pense, on l'a déjà vu. C'était un Arco, c'était la première, je crois, ou la deuxième Ouais, course. Non, la première. première ou deuxième, oui. Je me rappelle plus Non, la exactement. première Ouais. course à Arco, il a super bien roulé. En deuxième manche, il fait deux. Donc, non, c'est sûr il sera là au niveau de la vitesse, il y a pas de problème. On avait une autre question. Hop, Ouais, pardon, je l'ai alors perdu. j'ai Kevin, moi. Du coup, si tu l'as perdu, je Ouais, l'ai. vas-y. Moi, j'en ai une de Kevin qui demande les courses que tu feras en début de saison avant le mondial. Si tu en feras, est-ce que tu seras présent à la Capelle? J'espère, oui. C'est vrai que là, on commence un peu à en parler avec Joël et avec le team. C'est pas encore décidé à 100%. On va dire que je pense début janvier, on va vraiment décider à 100% quelle course, tout ça. Voir un peu aussi par rapport au Covid, si le championnat du monde, si ça reste en avril, si c'est repoussé. Il y a plein de choses. C'est difficile de faire des plannings, on parlait avec Joël la semaine dernière, pour faire des plannings d'entraînement, c'est vachement difficile. Pour voyager, tout ça, il y a pas mal de trucs. Donc faire des plannings de course d'ici 2 3 mois, c'est vachement dur. Mais moi, j'espère, j'ai roulé les 2 dernières années à la Capelle, c'était vraiment top. Donc j'espère vraiment pouvoir y aller, quoi. Tu préfères La être dans Cap- quelle situation? Juste une question pour rebondir sur ça. Tu préfères être dans quelle situation, toi, en ce début d'année? Dans la situation de l'outsider qui a terminé allez, dans les 10 premiers et qui peut prétendre à un titre, comme ça a été le cas avant ces saisons, ou dans ta situation actuelle où tu vas défendre un titre, tu te sens fort et tu sais que tu peux rempiler. Ouais, c'est différent. Après, moi, je le vois un peu différent. C'est vrai que au niveau, quand on va arriver, on passait le 1er janvier 2021, pour moi, on repart tous à zéro. Donc, on va arriver à la première course du premier, ou celui qui va terminer premier ou dernier, on va partir à la première manche de zéro. Donc, on recommence un championnat. Il n'y a pas celui champion du monde avant qui est avantagé au niveau mentalement, bien sûr. On se sent fort, on a gagné, mais on va dire qu'au niveau du championnat, ça repart à zéro pour tout le monde. Donc, je pense plus repartir dans l'optique comme cette année,
construire le championnat et pouvoir se battre pour le titre. Mais c'est vrai que je pars plus dans l'idée de repartir à zéro en 2021, comme tout le monde, et pouvoir se battre à chaque victoire de course. Mais c'est vrai que c'est un peu différent, ouais, on change d'année. Et c'est la première fois pour moi que j'ai été champion du monde, donc j'arrive la deuxième année. Mais moi, je le prends plus comme ça. 2021, on repart à zéro et tout le monde est au même point, quoi. On a Gabriel qui nous demande si tu peux nous citer des types d'exercices que tu réalises à l'entraînement sur la moto. Par exemple, du pyramidal ou du Ouais, sprint ou des trucs comme les ça. pyramides, on fait des pyramides. Donc ça, c'est assez basique. Beaucoup de gens font 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. Ou faire des séries de 7 tours, on fait. Ça dépend un peu aussi du moment de la saison. Si on est plus proche des courses, au moins, on va dire que l'hiver, on fait plus des manches longues à rouler cool. Rouler à 60-70% quand on va à l'Omel, tout ça, essayer de rouler cool et faire 30-40 minutes. Donc, c'est un peu, ça dépend du moment de la saison, mais les pyramides, c'est un peu plus quand on est près des courses pour mettre de l'intensité. Donc, ouais, des pyramides, des manches assez longues, aussi courtes, à faire des repos assez courts. Donc, ouais, ça dépend un peu du moment de la saison pour faire les pyramides et les séances intensives ou pas, quoi. Vous faites des C'est pas partiels. difficile pour vous de rouler longtemps et cool parce que je pense que l'Omel, il y a souvent du monde, il y a souvent des pilotes locaux. Tu dois avoir sur une manche de 35 ou Ouais, 40 minutes que tu vas faire, il y a souvent des gars qui coupent la piste, qui commencent bien derrière toi, je suppose. non, non, mais même sans couper la piste, souvent je suis pas du tout le plus rapide à l'Omel, même en demi, hein. Je me souviens, même cette année, quand on va à l'entraînement, on a fait beaucoup d'entraînements avec Hertz, qui était dans le sable 2-3 secondes plus rapide que moi au tour à l'entraînement, même encore 2 semaines avant le Grand Prix de Lommel que j'ai gagné. Donc, même à l'entraînement, même avant les courses, des fois, je roule pas à 100%, j'essaye de rouler propre. Et pour moi, c'est vachement important de rouler propre chaque entraînement, essayer de faire le moins d'erreurs possible parce que quand on part en course, moins d'erreurs possible. C'est mieux de rouler peut-être 5 dixièmes, une seconde moins vite autour et faire le moins d'erreurs possible et aller jusqu'à la fin que rouler à 110%, peut-être 5 dixièmes plus vite que son niveau et pouvoir faire des erreurs, des glissades sans tomber, mais faire la motricité à beaucoup de virages, faire pas être fluide, tout ça. Donc, même au niveau physique, c'est vachement important de rouler fluide. Et on va dire les 5-10 dernières minutes, le temps sur la moto, c'est là qu'on peut attaquer. Et celui qui aura attaqué dès les 5 premiers tours à fond, qui aura tout donné, il va peut-être descendre un peu de rythme à l'entraînement. Donc ça travaille un peu à l'entraînement aussi. Et pour moi, ça arrive beaucoup, même en Espagne, d'être des pilotes de l'Europe qui vont aussi vite que moi ou plus vite. Même René Hofer à l'entraînement, des fois, il va plus vite que moi. Donc ça, c'est comme ça. Il y a des jours où on se sent pas bien sur la moto, on peut pas se sentir tous les jours au top. Et donc voilà, ça, on va dire, c'est plus mental. Et au niveau de ce côté-là, moi, si je vais à l'entraînement, je dois rouler à 80% et que même si Yago est là et qu'il me double et qu'il me met 10 secondes, ça me dérange pas. Et on sent justement que tu as un mental assez fort, même pour ton âge. Tu te fais aider par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le team qui est un préparateur mental ou est-ce que de temps en temps tu fais appel à quelqu'un pour ça? Non, j'ai pas, on n'a pas, on parle beaucoup avec Joël. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait depuis que je travaille avec Joël. Au niveau de ouais, tout ce que je viens de dire, donc parler sur les entraînements, rester fluide, ouvrir les virages, c'est vachement important. Et le travail qu'on fait la semaine, ça aide beaucoup pour les courses, quoi. Donc au niveau des courses, on parle pas tellement, on fait plus le travail la semaine, au niveau ce qui est mental, comment aborder la course, que le jour de la course. Le jour de la course, on n'a pas énormément de discussions avec Joël, on fait plus la semaine avant la course, quoi. Moi j'avais une question aussi d'un abonné, de Léonard, qui nous demande si ça te plairait de faire une course aux US. Tu vois, pendant la saison, ça s'est produit il y a un certain temps. Alors là, je ne sais pas si c'est possible, mais il y a un certain temps, il y avait Clément de Salle qui faisait le mondial et qui faisait une petite pige aux US entre deux courses. Est-ce que toi, ça te plairait de faire ça? Est-ce que ça serait possible? Ouais, ça me plairait. Ben, cette année, on était en discussion pour le faire. Avant la reprise, on aurait pu faire une course, je crois. Donc, on était en discussion, mais le problème, c'est que j'étais premier du championnat et c'était pas possible si je me blesse là-bas et que je perds tout ici. Donc, c'est vrai que on va dire, si j'aurais été en année presque 2019 où je me battais presque pour rien, au championnat, je veux dire,
Là, c'est possible. Comme on voit Jeffrey qui était allé quand il avait, on va dire, il pouvait pas gagner le championnat face à Keroli, il avait plus de chance. Donc là, tu peux y aller, il y a plus rien de grave à perdre, quoi. Mais on va dire, dans ma situation cette année, c'était difficile d'y aller. J'aurais vraiment aimé y aller. C'était une possibilité parce que quand les Grands Prix commencent et qu'on a beaucoup de courses qui s'enchaînent, c'est pas facile. Aussi, au niveau des récupérations, d'aller là-bas, après repartir sur un autre Grand Prix, c'est pas facile de faire ça. Mais c'est vrai que ça serait top si je pourrais. On a épinglé un petit commentaire là avec un site web. On n'en a pas parlé depuis le début du live, mais c'est le site du coup de Tom Vial pour le sportswear. C'est quelque chose que tu avais imaginé depuis longtemps, ça, ou c'est venu avec l'euphorie du titre, le Non, fait de c'est vrai sortir que ta propre marque? ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes déjà cette année, même début d'année, j'ai énormément de demandes de t-shirts, tout ça. Donc c'est vraiment difficile de donner avec le team les maillots de cross. Donc quand j'ai été champion du monde, j'ai eu encore beaucoup de demandes, même au niveau des amis de France, tout ça. Beaucoup sur Instagram, beaucoup de demandes. Donc j'ai pensé de pouvoir, pourquoi pas faire une boutique, un shop sur Internet et pouvoir acheter ça. Donc je pense que c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont contents. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté aussi. Donc, c'est super. J'ai un ami aussi à moi, Thibaut Bouillet, qui, on va dire, qui a eu aussi l'idée, qui a, qu'on a tout monté ensemble. Donc, c'est top pour les fans. Je pense que c'est bien. Et pour moi, ça me fait plaisir. Et du coup, non, c'est super pour tout le monde, je pense. Une Ouais, reconversion c'est dans le bien. En tout sportswear. cas, en tout cas, tu fais gagner un maillot dédicacé, si je me trompe pas, Ouais, jusqu'au c'est ça. 5 Ouais, janvier. jusqu'au 6 janvier, il y a un concours sur mon Instagram. Donc, tu as juste à acheter un article et tu peux gagner un maillot dédicacé, un pull et même une casquette. Donc, c'est top, hein. Bon, nickel. Mais du coup, de quoi rhabiller Blaise, quoi. Parce qu'il a froid un petit peu, il a le chauffage en panne. Exactement, dans les Pyrénées, il fait froid. On va jouer du coup. Bon, on a pas mal de questions, hein, je suis en train de parcourir les questions que l'on a eues sur Instagram. Bon, toujours des questions sur le Supercross, sur les US. On en avait une qui nous parlait de ton team et un pilote qui nous demandait si tu penses, toi, que tu aurais pu être champion du monde dans un autre team. Ça, c'est une C'est question compliqué, difficile. compliqué. Je te l'ai dit quand Ouais, même parce parce qu'elle que y est, mais bon, elle je est pense, compliquée. je pense que c'est pas possible de répondre à ça, mais bien sûr, on voit même cette année le team Yamaha avec Yago qui ont d'excellentes motos. Les motos des US que Yago avait cette année, elles marchent vraiment fort. On voit au départ, il est beaucoup sorti devant. Il était toujours devant aux avant-postes. Que l'année 2019, Yago partait souvent des fois vraiment mal, 15, 10, pas régulier. Cette année était vraiment chaque départ devant. Donc la moto est top. Je pense que le team est bien. Il a un entraîneur, un bon mécano. Donc je pense qu'il y a tout pour réussir. Je pense que c'est possible. Après, l'avantage qu'on a dans le team, c'est que c'est beaucoup d'expérience que tous les personnes du team ont. Et on se sent vachement fort aussi à être chez KTM. Donc je pense que c'est un petit avantage, mais je pense que c'est possible. Oui, je pense. Puisqu'on est dans les questions atypiques, voire même un peu exotiques. J'ai Bobby Toto qui a posé 3 questions sur Instagram. Je peux te dire qu'il a cliqué plusieurs fois sur la case Posez-moi une question. Mais en gros, il demande si tu serais intéressé, je sais pas d'où il sort ça, hein, si tu serais intéressé pour créer la plus grande école de pilotage et mécanique de France. Et ensuite, il a surenchéri en disant est-ce que tu serais intéressé par une collaboration avec Justine Charoux et Mathilde Denis pour faire évoluer le monde du motocross et de l'enduro. Si jamais tu t'ennuies, après les fringues, après être champion du monde, tu peux faire tout ça, je pense, Tom. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Non, je rigole. Mais là, c'est une question assez bizarre parce que là, je suis en plein dans ma carrière, donc j'ai pas du tout le temps pour ça. Après, quand j'arrête, peut-être faire un truc comme ça, une école, je sais pas encore. C'est vrai que c'est vraiment loin, hein. J'ai juste 20 ans, donc vraiment à ça, j'y pense pas du tout encore. Tu passes pas du tout à ta reconversion, t'as pas envisagé Non, un plan B si le motocross marchait pas? non, jamais. Non. J'ai toujours pensé je veux faire de la moto et j'ai jamais pensé à autre chose. Et non, ça m'est jamais traversé l'esprit de penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire. J'ai toujours dit que je voulais faire la moto, même depuis que je suis petit. Donc, non, ça m'a. Bien sûr, après, des fois, il faut y penser, c'est important. Mais pour ma part, j'ai jamais pensé, non. Et d'un On point de dit, vue économie, toi, tu es plutôt, comment dire, à conserver tout ce que tu gagnes avec le motocross pour plus tard, ou au contraire, est-ce que tu te fais plaisir dans des belles choses? Non, il faut faire attention. Même au niveau, en ce moment, déjà, on voit
période du Covid, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, ce que je gagne, j'essaie de faire attention. Je fais pas trop. J'essaye de pas trop acheter des trucs vraiment chers. Donc, j'essaie plutôt de faire attention avec l'argent. Tu t'es fait plaisir avec la prime du titre ou pas? Quel a été ton achat, le truc que tu avais vraiment envie? Tu t'es fait un petit plaisir comme ça? Bah, au niveau, je suis allé à Monaco, j'ai acheté une paire de chaussures. Et sinon, rien de. Un petit plaisir, un petit plaisir. Quand on voit Jeffrey Voilà, Erlings avec une Lamborghini, c'est un petit plaisir à côté. non, non, ouais, c'est vrai que non, pour l'instant, peut-être en début d'année, je vais voir, mais pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai pas trop pensé, quoi. Bon, Nico, est-ce qu'on ferait pas la question du jour? Allez, ouais, j'étais en train encore de balayer. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions, mais bon, Tom, tu as répondu à tout. Et si, ah si, je vois, il y a un mot qui me fait mal aux yeux, et toi aussi, Blaise, mais t'as rendu aveugle à force ce mot. Il s'appelle Touquet. Ah oui, C'est celui-là. Ouais. c'est Maxime, parce qu'on peut pas faire un live MX Réflexion sans parler du Touquet. Désolé, Tom, mais en gros, Maxime qui nous demande si un jour on pourrait te voir au départ du Touquet. Ah ouais, c'est vrai que j'étais à l'outage aujourd'hui et hier pour m'entraîner parce qu'en Belgique, c'était vraiment avec la météo difficile, on pouvait pas trop rouler, donc je suis allé à l'outage parce qu'on peut toujours rouler là-bas, donc c'est vraiment un bon terrain. Et je me sentais, si je roulais à la 4,5, donc je roulais plutôt pas mal, je me sentais assez bien. Donc c'est vrai que cette année, on a l'opportunité de pouvoir, on va dire, rouler au Touquet, parce que ça commence qu'en avril les Grands Prix, et le Touquet c'est en janvier, fin janvier. Donc ça serait top. C'est vrai que j'en ai même parlé avec Jeffrey hier au téléphone. J'ai envoyé un message, je dis ah, le Touquet, ça te dit ou quoi? Et il me dit, je sais plus qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit, ah ouais, il faut voir. C'est vrai, le programme, c'est difficile parce qu'on a des plannings de partir en Espagne, tout ça. Mais ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'aimerais bien. C'est vrai que c'est une course assez mythique. Ah, ça serait Moi, peut-être dès cette année du coup. Je connais vachement la course par rapport à Arnaud de Mester, qui sont vraiment des amis de moi et de mes parents. Donc, la course, j'y ai été beaucoup de fois. J'ai même roulé en 85, en 2,5. Donc ça, c'est vraiment une course top. Après, ouais, il y a eu quelques problèmes. Moi, que la dernière fois que j'ai roulé, j'ai eu quelques problèmes avec, on va dire, les stop and go, les trucs. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu freiné au niveau de l'organisation, qui est un peu spécial, on va dire, au niveau des commissaires, tout ça. Donc, ça m'a un peu freiné ça me freine un peu d'aller là-bas parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que c'est une belle course, on va dire. Après, cette année, on ne sait même pas à 100% encore si elle aura lieu, j'espère. Mais ouais, je pense qu'on peut peut-être même décider au dernier moment d'y aller. Si, si gamin, on t'avait laissé. Enfin, c'était quoi ton rêve de gosse? Plutôt gagner un AM 1 ou gagner le Touquet? Un animal. J'ai jamais pensé au tout. Ouais, ça vient en vieillissant, ça. C'est après ça. Du Bon, en AM1, ça n'existe plus d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez vu, maintenant c'est Ah ouais? H1, ils s'appellent ça, c'est Houston. Ah, je savais pas. Ouais, enfin, disons qu'il y a pas un seul round en Californie l'année prochaine à cause du Ah Covid. oui, mais par rapport à, ouais, par rapport au Ouais, Covid. par rapport à ça, oui, Ah non. ouais, d'accord. Ouais. Tu regardes quand même les courses, toi, du coup, SX US. Tu as le temps pour ça et tu t'y intéresses. Ouais, tout le temps. On fait des paris un peu avec le team. Donc, j'ai gagné l'année dernière pas mal d'argent, presque 200 euros. À parier, on met 20 euros à chaque course sur le top 3 MX1. Et donc, je m'en souviens, j'ai gagné pas mal d'argent. Donc, c'était pas mal. Mais ouais, je suis tout. Ouais, tous les mêmes, le loot d'or, le MX, MX2, MX1, tout. T'as encore de quoi acheter des paires de chaussures à Monaco, tout ça, quoi. Ouais. Bon, allez, on va passer à la question du jour. On va pouvoir te libérer, Tom, dans pas longtemps. La question du jour, c'est tout simplement la dernière question. Et tout le monde aura remarqué le petit commentaire épinglé pour aller acheter le sportswear Tom Vial. Mais tout le monde aura remarqué aussi nos sponsors, nouveaux t-shirts, tout frais. Ils sentent bon pour l'instant. Bon, voilà, on en profite, on est super contents. Et on remercie DSN Moto et Race Design pour la confection de ces t-shirts. On vous va dire un petit peu plus dans nos prochaines vidéos. Mais la question du jour, elle est pour toi, Tom, et elle va intéresser pas mal de gens. Parce que tu es quelqu'un qui nous avait dit, il y a 2 ans et demi ou 3, quand on t'a vu dans le live, que tu roulais tout le temps avec des motos d'origine, et chose qui était vraie. On le voyait sur les épreuves de l'élite, on voyait que les motos, c'était pas des motos super tapées, tu partais quand même devant et tout ça. Et c'est pour ça qu'on te pose cette question. Jusqu'à quel niveau tu penses qu'on peut rouler devant avec une moto d'origine? À partir de quand il faut se poser les questions et se dire, bon allez, à partir de maintenant, j'ai atteint ce niveau, je peux commencer à regarder pour préparer ma machine.
Euh, je pense que ça dépend aussi de la moto, de la marque. Quand on prend je sais pas pour dénigrer, mais même au niveau des chevaux d'une KTM d'origine ou une autre moto, il y a souvent un écart. Donc nous, on était parti surtout pour la KTM parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'origine. La moto marche, au niveau moteur, je parle, elle marche plutôt bien. Je roulais même avec le silencieux, le collecteur et le silencieux d'origine. Donc la moto est bien, je suis parti devant à l'Europe avec une moto d'origine. Donc à ce niveau-là, je pense que le moteur n'est pas très important. Et avoir des bonnes suspensions, c'est vachement important, je trouve. Surtout quand on va au niveau européen, on a des grands circuits, des grosses descentes, des gros trous. Donc avoir une moto qui marche bien au niveau des suspensions, je pense que c'est la priorité avant le moteur. Avoir une bonne moto, se sentir bien sur au niveau des suspensions avant de faire le moteur, je pense que c'est le principal à faire. Et après, aller au niveau, je pense que moi, j'ai gagné des manches à l'Europe avec une moto d'origine. Et je pense même qu'en Grand Prix avec une moto d'origine, ça dépend des circuits. Si tu vas dans le sable, c'est presque pas possible parce que nos motos sont vraiment puissantes, ont beaucoup de couples, tout ça en sortie de virage. Mais par exemple, un circuit comme Marco sur la terre où ça glisse beaucoup, il faut vachement doser les gaz. Je pense qu'il y a moyen de faire de bons résultats avec une moto d'origine ou des circuits comme ça. C'est vrai que cette année, on n'a pas trop eu, on a eu beaucoup de tours de table. On a fait presque plus de la moitié dans le sable. Donc là, ça dépend un peu des circuits qu'on va. Si c'est beaucoup bruité ou très mou, c'est vrai qu'il y a un désavantage sur une moto d'origine ou une moto qui est usine ou vraiment très préparée. C'est vrai, ça, faut pas le cacher. Mais sur des circuits techniques où c'est assez dur, glissant, je pense que même au niveau mondial, on peut faire de très bons résultats avec une moto d'origine. Donc quasiment jusqu'au niveau mondial, il vaut mieux privilégier s'entraîner techniquement Je que sur la moto, Non, quoi. bien sûr qu'après, ça dépend du pilote. Il y Du a des pilote, du pilotes. gabarit peut-être aussi? Ouais, du gabarit, je suis assez léger. Je roule aussi vachement fluide. Si tu attaques beaucoup avec une moto d'origine, c'est vrai qu'elle va pas très haut au niveau des tours moteurs. Donc, il faut vachement passer des vitesses. C'est un peu différent. Ça dépend, je pense, du gabarit. Bien sûr, en premier, sur une 2,5, c'est important. Si tu fais 70-80 kilos, c'est un peu plus difficile. Et aussi au niveau de comment tu roules, comment tu conduis la moto. Donc c'est assez. Je pense que c'est pour tout le monde différent. Il n'y a pas vraiment quelque chose à suivre. Mais moi, pour ma part, dire les suspensions en premier, je pense que c'est vachement important. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup, Tom. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu dans ce live. Moi, On super. était déjà fiers de t'avoir eu il y a quelques années et je pense que tout le monde est vraiment content pour ce titre. Il y a pas, même tes adversaires, je pense qu'ils sont contents pour toi finalement parce que tu le mérites tellement. Ça fait super plaisir et vraiment encore merci pour ce soir. Ouais, super. Merci à vous. C'était top. Merci Allez, beaucoup on se Tom, et retrouve nous on la se semaine retrouve, prochaine. voilà, on se retrouve plus tard la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le Allez, monde. salut à Ouais. tous. Bonne soirée. Salut.